Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment obtenir les équations horaires du mouvement à partir de la deuxième loi de Newton, à la manière des professeurs de sciences physiques. Nous allons nous reporter au cas de l'exemple 1, la trajectoire de la moto. Écoutez bien, vous aurez ensuite à faire en classe les autres exemples. On est dans le cas de cette moto. Cette moto, on lui a mis des axes. Un axe vertical que l'on nommera J, un axe horizontal que l'on nommera I. Cette moto n'est soumise qu'à une seule force, son poids P. Nous avons vu que dans le cas de la loi de Newton, la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par le vecteur accélération au centre de gravité. Nous avons démontré dans l'exemple 1, vu précédemment, que cette formule se rapportait à la formule suivante. G est égal à l'accélération du centre de gravité. Maintenant, comment déduire de cette formule G est égal à l'accélération toutes les informations qui nous permettraient de connaître toutes les positions de la moto à chaque instant et ainsi pouvoir assurer la moto, à savoir qu'elle parte bien du tremplin et arrive bien sur l'autre tremplin. Pour cela, nous allons utiliser pas mal de mathématiques. Tout d'abord, nous devons écrire des équations non vectorielles, à savoir utiliser les axes. Pour obtenir des équations non vectorielles, il faut connaître les coordonnées. Les coordonnées de A sont très simples. On notera simplement AX, les coordonnées de A sur l'axe Y, sans présumer de combien ils valent, et AY, les coordonnées de A sur l'axe J, et sans avoir aucune idée de combien vaut AX et AY. De la même manière, on va écrire les coordonnées de G. Les coordonnées de G valent 0 sur l'axe Y. Pourquoi 0? Parce que G a même direction et même sens que P, vertical vers le bas. C'est donc qu'il n'y a pas de déplacement suivant cet axe Y. Et donc, comme il n'y a pas de déplacement, ça vaut 0. Sur l'axe J, par contre, il a tout son déplacement, c'est pour ça qu'on lui marque G. Et on met un moins. Pourquoi mettons un moins? Parce que G est dans le même sens que P, et c'est-à-dire au sens opposé de J. C'est là que vient la différence entre un vecteur et ses coordonnées. Devant un vecteur, on ne va pas mettre de signe forcément de signe moins. On a l'équation, il n'y a que des signes plus, on laisse le signe plus. Maintenant, lorsque l'on passe sur les axes, il faut regarder si le vecteur est dans le même sens ou pas que les vecteurs des axes. Et dans ce cas-là, il est dans le sens opposé. Maintenant, rien de plus facile. On va prendre tout ce que l'on a sur I pour en déduire une équation sur I. Donc G devient 0 et A devient AX sur l'axe Y. Et de la même façon, on va prendre tout ce que l'on a sur Y, AY et moins G. G devient moins G sur l'axe J et A devient AY sur l'axe J. Pas plus difficile que ça. Maintenant, me direz-vous, on n'est pas plus avancé. Si, on est plus avancé parce que l'on connaît des choses sur l'accélération. On connaît une formule que l'on va pouvoir utiliser. Alors, je vous rappelle cette formule. Nous avons vu en cours que l'accélération était égale à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Ce qui nous donne deux accélérations, l'accélération suivant l'axe X. La coordonnée x de l'accélération est égale à la dérivée de la coordonnée x de la vitesse par rapport au temps, ou en écriture mathématique, Vx' de t. De la même manière, on peut faire l'accélération suivant y. La coordonnée y de l'accélération est égale à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée y de la vitesse, ou encore en écriture mathématique, V' de y de t. Ce qui nous donne, si on remplace dans les équations ax et ay, parce que l'on a obtenu ici et là, on écrit que 0 est égal à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée x de la vitesse, qui correspond à x, et moins g est égal à la dérivée par rapport au temps de la coordonnée y de la vitesse, qui correspond à y. Ce qui nous donne en écriture mathématique 0 est égal à v' de x et moins g égale à v' y de t.
a une équation sur l'axe I et une autre sur l'axe J. Maintenant, vous connaissez les dérivés et vous connaissez beaucoup de choses sur les dérivés. En utilisant ce que l'on a vu tout à l'heure et en utilisant vos connaissances sur la dérivée en mathématiques. Vous savez que si on prend une fonction, sa dérivée s'écrit f' de t. Toutes nos dérivées se feront par rapport au temps, bien entendu. Si on a une constante, sa dérivée vaut 0. Si on a b multiplié par le temps plus une constante, sa dérivée vaudra b. Si on a b multiplié par le temps carré plus une constante, sa dérivée vaut 2b fois t. Et si on a 1 demi de b fois t carré plus une constante, sa dérivée vaut b de t. Faire l'inverse s'appelle faire la primitive. On a une fonction et on cherche sa primitive. Et c'est ce que l'on va faire ici, puisque vous voyez, on a des fonctions dérivées et on va vouloir passer de l'autre côté pour les deux cas. Donc, pour le cas sur l'axe I. Sur l'axe I, V'x de t, c'est une fonction. Si on prend sa primitive, on enlève juste le prime. Donc on obtient Vx de t. Si on a 0, on est là, on passe de l'autre côté, la fonction associée est c. On écrit la première constante, C1. Maintenant, passons à l'autre axe. Sur l'axe J, ici, on a toujours une fonction, Vy' de t, on se retrouve dans ce cas-là. Quand on passe à la primitive, on enlève juste le prime. C'est ce que l'on voit ici, Vy de t. Moins g, g est une constante. Elle vaut à peu près 10, moins g vaut à peu près moins 10. C'est bien une constante. On se retrouve dans ce cas-là, avec une constante. Qui dit constante, quand on primitive, on garde notre constante, ici moins g, multiplié par le temps, plus une nouvelle constante que l'on nommera C2. Ensuite, nous allons devoir déterminer quelles sont ces constantes, C1 et C2. Déterminer les constantes, c'est utiliser une valeur connue de la vitesse à un temps donné. La valeur connue de la vitesse à un temps donné est la valeur de la vitesse au point 0, avant le saut. C'est toujours la valeur connue. C'est ce qu'on appelle utiliser les conditions aux limites et que l'on va faire ici. Alors, voici notre vitesse. À l'instant 0, on la note comme ça. Elle a cette direction, c'est V0. Cette vitesse fait un angle alpha avec l'horizontale. On peut noter que ce vecteur correspond à Vx de 0 au point temps 0 et celui-là à Vy de 0. V0, on peut l'écrire de deux façons, Vx au temps 0 ou Vx de 0 comme on a écrit ici. De la même manière, Vy de 0, on peut l'écrire Vy au temps 0 ou Vy de 0 comme on l'a écrit ici. Attention, comme on est en train de projeter, vous avez bien sûr I sur J, on n'écrit plus les flèches. On est dans un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, on peut trouver le sinus. Sinus de alpha est égal à l'opposé, Vy de 0 sur l'hypoténuse V0. Le cosinus de alpha est égal à l'adjacent, Vx de 0 sur l'hypoténuse V0. On peut transformer ces deux équations et on obtient Vy de 0 est égal à V0 fois sinus alpha, Vx de 0 est égal à V0 fois cosinus alpha. Ce qui nous donne Vx de 0 est égal à V0 multiplié par cosinus alpha, c'est-à-dire sur I, Vy de 0 est égal à V0 sinus alpha sur J. Maintenant que l'on a ces deux équations, on connaît un instant précis pour la vitesse, ce qui va nous permettre de déterminer C1 et C2. On applique les conditions limites et ces conditions s'appliquent en t égale 0. V0 est égal à V0 en t égale 0. On peut dire que Vx de 0 est égal à C1 est égal aussi à V0 cos alpha. Et on peut écrire de la même façon Vy de 0 est égal à moins G fois 0 plus C2 et est égal aussi à V0 sinus de alpha sur J. Ce qui nous donne nos deux constantes,
C1 et C2. C1 est égal à V0 cosinus alpha et C2 est égal à V0 sinus alpha. Il ne nous reste plus qu'à remplacer ces deux constantes dans l'équation de V de t. On obtient donc V de t avec ces deux coordonnées. Vx de t est égal à V0 cosinus alpha sur I et Vy de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha sur J. On peut dire que la vitesse sur l'axe I est constante. Le mouvement sur cet axe et uniquement sur cet axe est uniforme. La vitesse sur l'axe J diminue puis augmente. Elle passe par un maximum pour V de t égale 0. Lorsque la vitesse est nulle suivant l'axe Y, on est au sommet de la parabole que l'on avait vu tout à l'heure. Maintenant, une fois que l'on a la vitesse, il nous faut obtenir les coordonnées de la position. Pour obtenir la position, je vous rappelle que la vitesse est égale à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Comme tout à l'heure, on peut dire que la coordonnée x de la vitesse est égale à la dérivée de la position suivant l'axe I par rapport au temps. Ou alors, en écriture mathématique, x' de t. De la même manière, la coordonnée y de la vitesse est égale à la dérivée par rapport au temps de la position suivant l'axe J est égale à v' de y par rapport au temps si on est en mathématiques. On peut écrire deux équations à partir de la précédente. Donc, on reprend notre équation précédente. Vx de t est égal à V0 cosinus alpha sur I et Vy de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha sur J. On remplace Vx de t par sa valeur et Vy de t par sa valeur. On obtient les équations suivantes. La dérivée par rapport au temps de x, la position suivant l'axe I, est égale à V0 cos alpha, et la dérivée par rapport au temps de la coordonnée de la position suivant l'axe J, que l'on note y, est égale à moins gt plus V0 sinus alpha sur J. On peut écrire aussi en écriture mathématique x' de t est égal à V0 cos alpha sur I et y' de t est égal à moins gt plus V0 sinus alpha sur I. Il nous reste maintenant à appliquer la même chose, à savoir intégrer, trouver les primitives. Donc on a x', c'est une fonction. On va prendre sa primitive. V0 cosinus alpha est une constante. On primitive les fonctions sur chaque axe, ce qui nous donne sur l'axe I. Donc x' de t qui est une fonction, quand on primitive, perd le prime. Donc ça nous donne x de t. V0 cosinus alpha est une constante que l'on multiplie par t, plus une constante que l'on déterminera comme tout à l'heure. De la même manière, sur l'axe J, y' de t, c'est une fonction, elle donne y de t. La primitive de moins gt, donc g est une constante, fois temps, moins gt, on est ici, donne 1/2 de g fois t carré. Donc on a bien moins 1/2 de gt carré. V0 sinus alpha est une constante, V0 sinus alpha multiplié. Plus une constante, c'est 4. On ne va pas mettre plusieurs fois des constantes. D'accord? On n'en mettra qu'une seule pour tout, qui sera C4, que l'on déterminera avec les conditions aux limites. Nous allons maintenant déterminer les conditions aux limites. Pour trouver C3, il faut connaître un x donné pour un temps donné. Et pour trouver C4, il nous faut un y donné pour un temps donné. Ce temps, en général, c'est 0. Donc à l'origine, on sait que la moto est au niveau du tremplin. Ce tremplin a une altitude h. Donc nous allons pouvoir déterminer toutes les positions pour OM. OM de 0, on peut l'écrire de différentes manières. OM de 0 est égal à soit un vecteur, soit ses coordonnées. Ces coordonnées, on peut dire c'est le coordonnées x à l'instant 0 ou x0 sur i. Pour y à l'instant 0 ou y de 0 sur j. Ce qui nous donne OM de 0, donc x de 0 est égal à 0. On voit bien que c'est à l'origine, sur l'axe I. Et par contre, on a une altitude h au niveau du tremplin. Appliquons maintenant ces conditions à ce que l'on a vu tout à l'heure, à savoir que OM de 0 vaut 0 sur l'axe I, OM de 0 vaut h sur l'axe J. On a deux fonctions,
une fonction sur l'axe Y et une fonction sur l'axe J définie pour tous les temps. x de t est égal à v0 cos alpha fois t plus c3 sur i, et y de t est égal à moins 1 demi de gt carré plus v0 sinus alpha t plus c4 sur j. Si on compile les deux, on applique les conditions aux limites en t égale 0. On a OM de 0 est égal à OM pour t égale 0. On a donc x de 0 est égal à v0 cos alpha multiplié par 0, t vaut 0, plus c3 qui est égal au 0 que l'on a ici. Y de 0 est égal à moins 1 demi de g fois 0 plus v0 sinus alpha fois 0 plus c4 qui est égal à h sur j. On obtient donc c3 égale 0 sur i, c4 égale à h sur j. On obtient au final le vecteur position. On a x de t est égal à v0 cosinus alpha fois t sur i, et y de t égale à moins demi de g t carré plus v0 sinus alpha fois t plus h sur j. Ces équations s'appellent équations horaires ou paramétriques du mouvement. Tout ce qui a été vu précédemment est à savoir faire par cœur pour obtenir les équations horaires du mouvement. Vous pourrez avoir dans le bac soit écrit trouver les équations horaires du mouvement, soit trouver les équations paramétriques du mouvement. On peut vous demander aussi de trouver l'équation de la trajectoire. Pour trouver l'équation de la trajectoire, ce n'est pas difficile. Il faut supprimer le temps de ces équations. Pour supprimer le temps, on va trouver l'équation la plus simple en fonction du temps. Ici, x de t. Et on va la transformer pour avoir le temps isolé. À savoir, on passe toute cette chose-là de l'autre côté. X de t sur v0 cosinus alpha est égal à t. On remplace dans la deuxième équation t parce que l'on vient d'obtenir. Et on obtient cette équation-ci. Y de t est égal à moins 1,5 fois g fois, entre parenthèses, x de t divisé par v0 fois cosinus alpha, le tout au carré, plus v0 sinus alpha fois x de t divisé par v0 cosinus alpha plus h. On peut simplifier. Y de t est égal à moins g sur 2 fois v0 fois cosinus alpha, le tout au carré, ne pas oublier les parenthèses, ou si vous ne les mettez pas, distribuez bien le carré dans la parenthèse, multiplié par x de t, plus v0 tangente alpha fois x de t plus h. Au final, on obtient y, on n'est pas obligé de remarquer que c'est en fonction du temps, mais il faut bien l'avoir en tête, est égal à moins g sur 2 fois v0 fois cosinus alpha au carré fois x au carré plus v0 fois tangente alpha fois x plus h. L'équation de la trajectoire obtenue est bien une parabole. La moto décrit une parabole. Et si nous connaissons v0, alpha et h, nous pouvons en déduire quelle est la distance parcourue par la moto et savoir où situer le prochain tremplin. Merci de votre attention.